suis Madame Petit-Mangin, je suis responsable juridique donc, de plusieurs services de santé au travail dans la région. Aujourd'hui, j'interviens pour Reims Santé Travail, donc je travaille avec eux que depuis l'année dernière. Sinon, voilà, c'est la 10e année que je travaille pour les services de santé au travail interentreprise, un service de prévention maintenant. Et donc, j'ai pour rôle de conseiller les médecins du travail dans tout le secteur juridique du droit de la santé au travail. Je suis très spécialisée dans ce domaine parce que j'ai un doctorat en droit de la santé au travail. Donc, vraiment, je ne fais que ça. Je ne fais pas de RH, de droit social. Vraiment, je suis reliée à la santé au travail. Et j'ai aussi pour but de communiquer auprès des entreprises adhérentes sur le droit de la santé au travail. Donc, vous recevez peut-être la Gazette juridique qui paraît tous les 2 mois à peu près. Vous la recevez pas, vous pouvez me donner des sourcils qui se relèvent. Alors normalement, en tant qu'adhérent à Reims Santé au Travail ou un de mes services partenaires, si vous adhérez sur les autres services de la région, vous devez normalement recevoir, alors ça peut partir dans les spams, sinon vous me laisserez votre adresse mail, je vous rajouterai au listing. Donc la Gazette juridique, elle est envoyée tous les 2 mois à nos adhérents pour vous informer un petit peu du contexte juridique de la santé au travail. Donc en général, il y a une question santé-travail, il y a une explication de texte sur une loi ou un décret qui vient de sortir et une explication de jurisprudence. Donc il y a toujours des petites jurisprudences qui viennent alimenter un petit peu les questions que je peux avoir moi auprès de mes médecins. Et après vous, je ne sais pas si vous êtes employeur, adhérent, des RH, mais en tout cas vous avez la possibilité de poser des questions juridiques en lien avec la santé au travail auprès de votre médecin du travail qui me fait le relais si nécessaire, si voilà, il y a besoin d'un complément d'information. Donc voilà, on m'a demandé de faire quelque chose de très synthétique. Donc la question est très ambitieuse, tout ce que tout employeur doit savoir, donc c'est assez large. Vu le temps imparti, ça me paraît un petit peu compliqué de répondre à cette question, mais je vais essayer de faire très synthétique. Et donc vous allez voir, j'ai fait que 3 diapos, très simples. J'ai une petite question, vous êtes plutôt RH, employeur? Cadre administratif. Employeur. Pareil. Employé. Très bien. Très bien. Pour qu'on sache un petit peu pour les questions. Oui. Est-ce que vous les confondez parce qu'il y a des gens qui n'ont pas passé. C'est bon? Tout à l'heure, vous ne pouvez pas trop voir. Donc vous êtes tous adhérents chez un Reims Santé Travail. J'ai vu qu'il y avait plusieurs services aussi. Donc c'est quoi les autres services? C'est Chalon, c'est ça? Toute la Marne. Toute la Marne. Voilà, par rapport à une erreur, on va dire, de l'orientation, on a demandé la MSA. Et du coup, en 2023, si je ne dis pas de bêtises, on a reçu en novembre un courrier de la MSA nous disant qu'ils allaient nous suivre. Parce qu'on ne dépendait pas de on dépendait de mon médecin de général. Donc c'était un petit peu la course pour trouver de décembre à janvier mon médecin du travail pour l'ensemble de c'est vrai. D'accord, donc voilà, normalement, si vous faites partie de la Marne, on vous suit en tout cas au moins chez RST ou dans les autres services. Donc pour commencer, en fait, déjà, de base, à partir du moment où un employeur emploie un salarié, il est obligé d'adhérer à un service de prévention et de santé au travail, que ce soit interentreprise ou autonome, à partir d'un certain seuil de salariés. Là, c'est plutôt des services de prévention et de travail interentreprise pour lesquels je travaille. Mais voilà, il faut savoir qu'à partir du moment où il y a un salarié, il y a une cotisation obligatoire, une adhésion obligatoire. Au niveau du contexte historique, en fait, et juridique, la santé au travail, elle a connu énormément de réformes. Donc c'est pour ça que les employeurs sont un petit peu perdus dans les obligations et toute la réglementation qui s'applique à la santé au travail, parce qu'il y a eu beaucoup de réformes, beaucoup de remaniements, ne serait-ce que dans le nom du service de santé au travail. Avant c'était CST, avant c'était la médecine du travail. Maintenant on est vraiment sur un service qui va être axé sur la prévention. C'est le mot d'ordre, il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est la prévention, puisque ça fait partie de nos attributions, de nos missions, nous, en tant que service de prévention et de santé au travail, et ça fait partie aussi de l'obligation de l'employeur. Je vais vous expliquer après que la jurisprudence, elle
de plus en plus vers cette orientation de prévention. Et lorsqu'elle va être amenée à statuer sur des décisions, des conflits, elle va avant tout rechercher quels moyens de prévention l'employeur a mis en place avant de rechercher ce qu'on appelle l'obligation de résultat. On verra après, je vous expliquerai un peu plus en amont. Donc dans le contexte historique, récemment, parce que je ne vais pas vous refaire toute l'historique des réformes en santé au travail, la réforme de 2021, c'est celle qui nous concerne actuellement, elle a remanié un petit peu donc, les services de prévention et de santé au travail sous forme de l'offre socle. On vous en parle depuis le début de l'après-midi. L'offre socle en santé au travail, c'est ce que tout service de prévention et de santé au travail doit apporter aux adhérents. Donc à partir du moment où une entreprise adhère à un service de santé au travail interentreprise en France, elle doit pouvoir bénéficier d'une offre socle qui se constitue donc de la prévention des risques, du suivi de santé et de la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc dans tout ce qui est prévention des risques, c'est là où on va retrouver la fiche d'entreprise. Donc la fiche d'entreprise, je le rappelle, c'est une obligation du service de prévention et de santé au travail de la créer dans l'année d'adhésion, donc vous adhérez au service. Ça va constituer également tout ce qui est document unique, donc le service de prévention et de santé au travail peut également vous accompagner dans la création du DU, pas dans l'élaboration complète, là on est sur l'offre complémentaire, mais au moins dans l'élaboration et au moins quelques pistes pour vous aider à créer le DU. Donc ça c'est les deux premiers points. Tout ce qui concerne l'action en milieu de travail, donc ça c'est ce qu'on vous a parlé un petit peu dans les deux premières conférences. L'action en milieu de travail, c'est vraiment le lien de terrain dans l'entreprise. Donc c'est nos équipes pluridisciplinaires qui viennent dans l'entreprise pour évaluer les postes, pour vous conseiller en matière de prévention. Donc c'est vraiment là les critères de prévention dont vous parlez tout à l'heure, qui font le lien avec la santé mentale. C'est vraiment les premiers indicateurs où là, nos missions vont commencer à se préoccuper. Tout ce qui va concerner donc, toutes ces actions vont être tracées. Depuis 2021, on a une obligation de traçabilité qui impose à tous les services de tracer absolument tout ce qu'ils font pour les entreprises adhérentes, que ce soit les visites médicales, mais également toutes les actions en milieu de travail et tous les conseils, tout ce qu'on va vous apporter en plus de la visite médicale. Ça fait l'objet d'une traçabilité dans nos logiciels. Donc ça c'est très important puisque toute cette traçabilité va servir à ce qu'on appelle la certification, puisque nos services de prévention et de santé au travail, en plus d'un agrément, vont devoir obtenir une certification qui nous permet d'exercer et d'attester que nos services sont en capacité de répondre aux demandes des entreprises. Alors M. Beaune l'a rappelé tout à l'heure, mais les services de prévention et de santé au travail, ils existent uniquement parce que les entreprises cotisent et adhèrent. On n'est pas un service de fonction publique, on n'a pas de subvention publique, on ne fonctionne pas comme un service public. On ne fonctionne que grâce aux cotisations des entreprises. Donc c'est une association à but non lucratif, ça, qui ne fonctionne que grâce aux entreprises. D'où l'intérêt de répondre à cette offre socle, et c'est pour ça que la certification a été créée, pour pouvoir justement rendre des comptes par rapport aux exigences qui étaient proposées. Je peux poser une petite question? Bien sûr. Qu'est-ce que vous, en tant qu'employeur RH, même salarié, vous attendez de votre service de santé au travail interentreprise? On parle de ce que la législation va nous imposer, des certifications, mais on est un service pour vous. J'espère que ça, le message est passé. Qu'est-ce que vous attendez de nous? J'ai une réponse. Prenez une réponse. Plus en ce qui me concerne, peut-être un accompagnement sur le droit du travail en termes de santé et de droit au travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours informé des nouvelles législations, des nouvelles réformes. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, parce que je pense qu'on peut passer à côté de quelque chose qui est hyper important et s'en rendre compte un peu trop tard en cas de contrôle ou en cas de soucis internes avec un salarié qui fait appel à la médecine du travail, mais on se rend compte qu'on n'a pas appliqué la dernière législation. Alors après, c'est vrai que c'est de l'obligation de l'employeur de se tenir informé des dernières actualités. Donc c'est là où on peut peut-être vous apporter une aide avec la gazette juridique, mais également si vous avez des questionnements sur le suivi de santé ou d'autres thématiques, n'hésitez pas à solliciter votre médecin, il pourra vous répondre, et si ça demande une analyse supplémentaire, il n'hésite pas à me transmettre des questions, et en général, je réponds. J'ai un délai de réponse de 48 heures pour mes médecins, mes services,
Donc voilà, en général, je réponds assez vite. Maintenant, c'est vrai que les questions ne sont pas tout le temps transmises puisque les médecins sont en capacité, en général, de répondre directement à vos questions. Ils sont formés. Moi, je leur apporte beaucoup d'informations juridiques et ils n'hésitent pas aussi à me demander des fois des formations complémentaires. Donc voilà, normalement, ils sont en capacité de vous répondre, mais évidemment, quand ça demande une analyse supplémentaire, ils nous transmettent les informations. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Ça fait partie aussi de la prévention et de notre devoir de conseil et d'information. Donc, encore une fois, c'est tracé, tout est par mail, donc voilà, il ne faut pas hésiter. C'est pour ça qu'on s'est doté des bons soins d'Alizé pour nous accompagner dessus et justement essayer d'aller devant les problèmes via la Gazette juridique, donc qui est quand même une très bonne initiative de sa part. Alors, deuxième point, donc, je vous ai parlé de l'offre socle, là, on a vu donc, le premier axe, c'est celui de la prévention. Le deuxième axe, ça va être ce que vous connaissez le plus, hein, le suivi de santé. Donc tous les suivis qui existent, il existe une dualité de suivi avec les postes à risque et les suivis simples. Suivi simple, c'est ce qu'on appelle le SIS, suivi à risque, suivi individuel à risque, SIR. À savoir que donc pour les suivis simples, pour résumer, parce qu'on ne peut pas tout dire aujourd'hui, mais en gros pour le suivi simple, vous avez l'obligation de faire passer une visite d'information et de prévention à tous vos salariés dans un délai de 3 mois. Par la suite, la périodicité pour ce genre de suivi, elle est maximum de 5 ans. Mais encore une fois, c'est à vous de faire attention à chaque fin d'attestation de suivi, de vérifier ce que le médecin vous a indiqué comme périodicité, puisque c'est 5 ans maximum. Donc si rien n'est indiqué, on est sur une périodicité maximum de 5 ans. Sinon, c'est le médecin qui va adapter la périodicité en fonction de l'état de santé du salarié, des conditions de travail, des risques auxquels il est exposé. C'est lui qui va adapter en mettant à revoir à 3 ans, à 4 ans. Donc, un même salarié deux salariés différents sur un même poste peuvent avoir des périodicités différentes. Donc c'est à vous de faire attention à ça, puisqu'avant, c'était des délais légaux maximum pour tout le monde, c'était 2 ans globalement. Donc, globalement, les services vous reconvoquaient automatiquement. Maintenant, on n'est plus du tout dans cette logique-là. C'est vraiment à l'employeur de faire attention au suivi de santé et de ressolliciter le service pour organiser le suivi de santé. Donc là aussi, c'est à la charge de l'employeur. Oui, à chaque fois, c'est à la charge de l'employeur. Une petite question concernant l'utilisation d'extra, qui n'ont donc pas un contrat permanent. Est-ce qu'on doit contrôler qu'il y a eu une visite médicale de réaliser à un moment donné, qu'on est dans une période de... Ben voilà, comment on peut gérer? Oui, alors normalement, à partir du moment où vous avez quelqu'un sous votre charge dans l'entreprise, que ce soit des stagiaires, des extras, des CDD, vous devez faire la demande pour une visite d'information et de prévention. Donc après, parfois c'est un petit peu hypocrite parce qu'on a à peu près 3 mois pour passer la visite initiale et souvent c'est des contrats qui durent 2 semaines, 3 semaines. Voire moins, oui, des fois c'est juste pour une journée. Et donc le temps que vous fassiez la demande, qu'on vous réponde à une demande de visite, voilà, en général c'est déjà trop tard. Mais juridiquement, si jamais il y a un contentieux un jour, effectivement l'employeur doit faire la démarche. Donc ce qui est bien de faire, c'est au moins que vous fassiez la demande par mail. Comme ça, vous, de votre côté, vous avez la preuve, voilà, la traçabilité que vous avez fait la demande. Et après, si la visite vous est donnée ultérieurement, vous répondez simplement que la personne n'est plus en contrat chez vous actuellement. Et si je peux vous donner un conseil par rapport à ça, c'est au moins vous, de votre côté, faire la demande par écrit pour avoir une traçabilité et une preuve de votre demande. Est-ce que tu penses qu'en tant qu'accident de travail, aujourd'hui, cette preuve, parce que bon, c'est un accident de travail avec un collaborateur qui n'a pas de visite médicale, est-ce que vraiment le mail suffit dans la protection? Ça, c'est difficile à dire puisque c'est du cas par cas, c'est traité par les prud'hommes systématiquement, donc c'est compliqué à dire d'emblée. Maintenant, ce qu'on observe effectivement au niveau de la jurisprudence, mais ça c'était plutôt ma deuxième thématique, c'est que la jurisprudence va effectivement regarder ce que l'employeur a fait comme démarche de prévention en amont. Avant, donc on était dans une obligation de sécurité de résultat, on appelait ça juridiquement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait un accident, l'employeur était condamné. On ne savait pas, voilà, on ne cherchait pas plus loin que ça. À partir du moment où il y avait un accident, on estimait que la santé n'était pas assurée, santé-sécurité, donc l'employeur était quasiment automatiquement condamné. Maintenant, on est dans une démarche de rechercher un petit peu le faisceau d'indices, on appelle ça juridiquement, c'est-à-dire qu'on va voir tout ce qui a été fait du côté de l'employeur. Donc, s'il y a eu une demande par mail que nous, on a tardé à répondre
plus l'employeur a son DU à jour, que les cotisations sont à jour, que la fiche d'entreprise est faite, qu'il y a des moyens de prévention qui sont mis en place dans l'entreprise, qu'il y avait des peurs de pays qui ont été imposées. Voilà, on va rechercher tout ça et c'est tout ce faisceau d'indices qui va faire que vous allez avoir des chances d'amoindrir votre responsabilité. Je ne dis pas que ça va être automatiquement revu comme tel, mais effectivement, maintenant, les juges recherchent vraiment une globalité dans la démarche de prévention. On n'est plus sur vraiment un accident, une responsabilité. Tout petit point sur la demande de visite. Si votre salarié il est parti, vous pouvez aussi dire qu'il est parti pour ne pas garder la demande. On ne vous donne pas des rendez-vous qu'on annule parce qu'il est parti. Voilà, donc ça c'est la déclaration des effectifs, justement, j'allais y venir parce que pour pouvoir obtenir un rendez-vous, donc ça se fait via le portail, on vous a dit que ce sera opérationnel d'ici demain, mais à partir du moment où vous faites vos déclarations d'effectifs sur le portail, il y a des demandes de visite qui se déclenchent. Et cette déclaration d'effectifs, elle doit être mise à jour dès que vous avez des changements dans l'entreprise. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui est partie, qui était en contrat que 3 jours, hop, il faut remettre à jour la déclaration d'effectifs. Et ça, c'est pareil, c'est de votre obligation. Alors parfois, le médecin se rend compte au moment de la visite qu'il y a des choses qui ont été modifiées, donc on a un devoir de conseil. Donc, il ne va pas hésiter à contacter l'employeur pour dire attention, là, la déclaration d'effectifs n'est pas à jour, mais ça reste de l'obligation de l'employeur. Si vous parlez d'une date, d'une échéance où on doit faire un recontrôle, 3 ans à peu près. Oui, c'est ce qu'on appelle la périodicité, c'est maximum 5 ans pour les suivis simples. Donc si on a des extras qu'on utilise régulièrement, on peut leur demander de faire en sorte de passer une visite. Oui. Et on sera conforme peut-être la fois d'après, mais au Oui, moins tout pour à une fait. période de 3 ans, Alors, s'il y a des emplois. 3 ans, c'est un peu. 3 ans, c'est particulier en général. 3 ans, c'est plutôt pour les travailleurs handicapés. Mais normalement, c'est maximum 5 ans. Alors après, moi, je parle vraiment théoriquement. Hein. Mais normalement, c'est maximum 5 ans. Mais effectivement, si le médecin vous a indiqué 3 ans, ça veut dire que son attestation de suivi, elle est valable 3 ans, même s'il travaille dans une autre entreprise. D'accord. Mais du moment que c'est le même poste, que ce sont les mêmes risques, votre attestation de suivi, elle est valable 3 ans. Donc même si lui, il vient d'une autre entreprise avec une attestation de suivi en cours de validité, que vous avez à peu près les mêmes missions, pas forcément le même intitulé de poste, mais si c'est les mêmes missions et à peu près les mêmes risques, vous pouvez utiliser son attestation de suivi et l'enregistrer dans vos documents. Alors attention, la petite différence, c'est les risques. Par exemple, quelqu'un qui va passer en poste de jour à un poste de nuit, on n'est plus sur les mêmes risques. D'accord ? C'est l'exemple classique, mais c'est juste ça, il faut faire attention. Il faut faire une définition de poste qui peut le plus, peut le moins, et puis après... Voilà, globalement, c'est plutôt les missions, on regarde les missions. Alors après, ce qui peut aussi solliciter une nouvelle demande, c'est s'il y a eu des aménagements entre-temps, mais normalement une aptitude, mais s'il y a eu des aménagements de poste qui ont été mis entre-temps, là on est obligé de leur demander une visite. D'accord, ça c'était pour le suivi simple. Le suivi renforcé, je le rappelle, il y a les 3 catégories. Hein. Là c'est dans le code du travail, il n'y a pas de tergiversation à faire. Vous avez la liste de la première catégorie avec tout ce qui se réfère à l'amiante, etc. La deuxième catégorie qui a évolué depuis 2025, donc je le répète, habilitation électrique et autorisation de conduite qui ne sont plus soumis à un poste à risque. Désolé. Donc à partir de octobre 2025, vous n'aurez plus cette catégorie de postes dans les postes à risque. Ce sera un suivi simple avec un système hybride puisque ils seront quand même vus par le médecin du travail. Mais on ne sera plus dans la catégorie poste à risque avec une aptitude obligatoire. Et la troisième catégorie que personne n'utilise, c'est celle que l'employeur peut lister, mais ça demande des démarches administratives très compliquées, pour au final avoir juste une fiche d'aptitude au lieu d'une attestation de suivi. Donc globalement, vous vous référez à la première catégorie avec toutes les catégories amiante, CMR, plomb, je ne les ai pas en tête, mais voilà. Donc ça c'était pour le suivi. Dernier point donc, qui correspond à l'offre socle, ça va être toute la prévention de la désinsertion professionnelle. C'est là où on peut faire le lien avec la santé mentale, puisque la cellule PDP, c'est une cellule qui doit exister pareil dans chaque service de prévention et de santé interentreprise, qui va déterminer un petit peu les catégories de personnes qui sont en situation de décrochage. Donc c'est les arrêts de longue durée, les personnes qui ne donnent plus de nouvelles auprès de leur employeur,
Et à ce moment-là, on peut prévoir un accompagnement, un suivi auprès de cette cellule PDP. Donc, au début, ça reste confidentiel, hein, c'est un suivi qui est vraiment uniquement entre le service de santé au travail et le salarié. Et puis, progressivement, l'objectif, c'est de retourner dans l'emploi, le maintien dans l'emploi. Donc, on va essayer, il y a plein de mécanismes qui existent, hein, qui permettent de retourner sur le lieu de travail. À savoir que chez Reims Santé au Travail, on vient de recruter une chargée de mission justement dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle, donc un temps plein avec un suivi individuel, plus la cellule PDP, mais aussi une attente sur du collectif, de l'accompagnement d'entreprise. Ça va du rendez-vous de liaison sur les arrêts maladie longue durée, mais aussi sur les aides auxquelles vous pouvez avoir le droit, sur du retour à l'emploi. Donc il ne faut pas hésiter, il y a pas mal de choses nouvelles qui viennent d'avoir lieu. Je ne sais pas si vous avez eu toutes les informations. On a laissé, je les ai vues dehors, là, quelques petites plaquettes d'information. La cellule, elle peut être sollicitée par le salarié et le médecin du travail, mais aussi par l'employeur, par les représentants, sachant que de toute façon, on reboucle avec le médecin du travail pour quand même avoir cette casquette santé. On s'engage sur un plan d'accompagnement, et puis ensuite, on fait un suivi. Suivi au début à 3 mois, à 6 mois, mais voilà, parce que jusqu'à maintenant, on accompagne. Des fois, on n'arrive pas à garder dans l'entreprise, on part vers l'inaptitude, pour finalement se dire après, mais mon salarié, qu'est-ce qu'il devient ? Voilà, et on aimerait, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, aller plus loin et aussi les suivre et voir, quitte à faire des liens avec les conseillers en évolution professionnelle, avec France Travail, avec Cap Emploi. Vous voyez, on a quelque chose sur le maillage de prévention au niveau, en tout cas local, à faire et qui est en train de se faire. Voilà, donc c'était pour replacer un petit peu le contexte juridique. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? On a vu pas mal de choses déjà. Non, moi, ce qui me fait toujours peur, c'est qu'en fait, on est sur un modèle où on va rendre le dirigeant de l'entreprise responsable de tous les maux de ses salariés, et ce qui n'est pas forcément vrai. Je pense que l'aspect psychologique, il y a bien des phénomènes qui vont pouvoir faire en sorte qu'il y ait des problèmes psychologiques ou de détresse d'un salarié. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que ces modèles-là, ben voilà, on va pointer le dirigeant, l'entreprise, comme étant responsable des maux de tous les salariés. Alors pour moi, ça c'est en train d'évoluer un petit peu. Je suis d'accord avec vous que la jurisprudence d'avant 90, c'était ça. C'était obligation de sécurité de résultat. Et effectivement, l'employeur était systématiquement responsable, effectivement. Mais là, depuis les réformes qui existent, on rend le chef d'entreprise responsable de l'organisation du suivi de santé et de l'organisation de l'aspect préventif. Ça, je suis d'accord avec vous. À partir du moment où vous signez un contrat de travail, vous vous mettez sous la responsabilité de l'employeur. Donc il y a un lien hiérarchique qui existe, et en contrepartie, vous devez prendre en charge donc la préservation de la santé et sécurité des salariés. Ça, c'est depuis toujours. Là où il y a une évolution, c'est que maintenant, on va attacher votre responsabilité à, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout l'aspect préventif des choses. On ne va pas simplement regarder s'il y a eu des accidents, les taux d'accidents, etc. Et c'est là où il y a une évolution. Mais par contre, effectivement, vous restez responsable de la prise en charge et notamment de votre capacité à demander de l'aide, en fait, c'est ça. Et c'est là où nous, les services de prévention et de santé inter-entreprise, on peut vous apporter un soutien. Par contre, la démarche de demander, de solliciter, ça revient à l'employeur. D'accord, moi justement, vous me faites ma transition pour le deuxième aspect, la deuxième diapositive, c'est donc l'obligation de sécurité de l'employeur qui fait l'objet, donc je vous l'ai dit, d'une évolution jurisprudentielle où on s'attache désormais à regarder, je vous l'ai dit, tout l'aspect préventif des choses, les moyens de prévention, si vous adhérez à un service, depuis quand, si vous êtes à jour de vos cotisations, si vous avez mis à jour votre DU, si vous sollicitez régulièrement le médecin du travail ou les équipes pluridisciplinaires, s'il y a des problématiques IRPS dans votre entreprise, d'accord, mais qu'est-ce que vous avez fait pour justement demander de l'aide, avoir un soutien? Et c'est là où on va regarder un petit peu votre responsabilité. Donc une fois de plus, tout ce qu'on va pouvoir faire en prévention nous servira de bouclier par rapport à différents événements. Tout ce que vous allez pouvoir faire, effectivement, ça va amoindrir votre responsabilité, puisque c'est là que tout se joue.
Et là, j'ai des exemples jurisprudentiels sous la main, mais il y en a encore là depuis mai 2025 où on regarde vraiment les moyens de prévention qui ont été mis en place pour condamner ou pas. En tout cas, c'est la démarche jurisprudentielle qui est actuelle. Et j'étais encore la semaine dernière à la Chambre sociale de la Cour de cassation où le président de la Chambre sociale a démarré son discours en disant la prévention en santé au travail, c'est la clé de notre recherche jurisprudentielle pour statuer. Donc après, effectivement, quand on voit un petit peu avec les reculs, les taux de condamnation, etc., on a un petit peu du mal à le comprendre, surtout quand ça s'arrête au prud'homme. Puisque au niveau des prud'hommes, je suis d'accord avec vous, l'évolution n'est pas encore nette et précise, mais quand ça va jusqu'en cassation, en tout cas, c'est la démarche, c'est la lignée qui est donnée par les juges de cassation. Je le rappelle, la Cour de cassation, c'est la plus haute juridiction de l'ordre civil, donc on ne peut pas aller au-dessus de ces indications. Mais vous avez raison, parce qu'en fait, il faut toujours vérifier si le salarié, le collaborateur, il a été formé et informé. En fait, c'est la ligne directive. Donc, Alizée, c'est ce qu'elle vous expliquait, on parlait de la visite médicale dans la réponse. Si vous avez tenu tous vos engagements, mais effectivement, on n'a pas de visite médicale dans votre effectif, parce que vous avez un effectif qui tourne. Si vous avez une communication sur la prévention, sur la sécurité, si vous êtes en alerte, ça jouera forcément en votre faveur. Il faut retenir juste une chose, c'est qu'en fait, ils vont regarder si le collaborateur est formé et informé. À partir de là, la responsabilité, elle vous incombe si vous avez... Un outil à pas à mon sens, sous-estimé pour les employeurs et qu'il faut reproduire et non pas attendre que ça se passe, mais c'est les arbres des causes. L'arbre des causes, il est là, donc oui, l'arbre des causes qu'on a souvent dans les accidents de travail, mais il est là justement pour poser cette question, c'est qu'est-ce qui m'incombe et qu'est-ce qui est de l'ordre du personnel, donc propre aux salariés. Et à chaque fois d'avoir ces deux chemins qui se mettent en place quand on fait une analyse d'arbre des causes, vous allez questionner justement et pouvoir mettre en place la petite mesure. C'est vrai que ça paraît grand quand on voit la taille d'un arbre des causes de manière générale, mais ça peut être la petite mesure qui vous protège et qui vous sert, comme vous disiez, de bouclier. L'action, il ne faut pas qu'elle soit forcément ciblée sur les salariés, pour les salariés. Si vous faites l'aspect préventif, vous accompagnez les dirigeants, vous leur faites mettre en place les best practices, et puis à partir de là, vous allez éviter un certain nombre de problèmes. Et donc en fait, on passe d'un modèle curatif à un modèle préventif. Il y a la démarche individuelle, mais il y a également la démarche collective, effectivement. Alors justement, au niveau du suivi de santé, vous avez le suivi obligatoire que vous devez mettre à jour en tant qu'employeur, et vous avez toutes les annexes que vous pouvez faire en plus. Donc pour résumer, dans le suivi obligatoire, vous avez toutes les visites initiales, que ce soit les visites d'information et de prévention initiale ou les visites médicales d'aptitude à l'embauche. Alors, petit rappel pour le suivi renforcé, les visites médicales d'aptitude à l'embauche, elles doivent se faire avant l'embauche. Donc à partir du moment où vous savez que vous allez employer un salarié sur un poste à risque, il faut qu'il ait normalement sa fiche d'aptitude avant sa prise effective de poste. Pas forcément la date du début de contrat, mais au moins la prise d'effectif de poste, il faut qu'il démarre avec une fiche d'aptitude. Donc ça, vous me dites oui, mais c'est très très rare. En général, les employés... Vous employez des mineurs. Je n'accuse personne, mais en tout cas... Vous employez des mineurs? Non, enfin moi j'emploie pas, moi je suis du conseil en pilotage d'entreprise. Donc j'accompagne des entreprises. Des entreprises, d'accord. Et donc c'est des problématiques que je rencontre. Et aujourd'hui, la problématique numéro 1, c'est la désertion, comme vous dites, et la très grande difficulté de retrouver des gens motivés à travailler. Et donc en fait, si on continue à accentuer, à pointer du doigt les entreprises, les entrepreneurs comme étant les coupables, c'est compliqué, quoi. Motiver les gens à aller travailler. C'est ça que vous présentez à vos entreprises? Non, justement. Parce que justement, on est dans une évolution. Donc, dans tout le suivi obligatoire, vous avez les visites médicales d'aptitude à l'embauche, vous avez toutes les périodiques, que ce soit celui-ci ou renforcé. Vous avez également toutes les visites de reprise. Alors, pour rappel, une visite de reprise est obligatoire à partir de 60 jours d'arrêt de travail pour un arrêt classique. C'est 30 jours pour les accidents du travail, c'est 0 jour un seul jour pour les maladies professionnelles et les femmes enceintes. Donc à partir du moment où vous avez une grossesse qui est déclarée, vous savez qu'il va y avoir une reprise obligatoire. À partir du moment où vous avez un arrêt de 70 jours, vous savez que vous devez faire la démarche d'organiser la visite de reprise.
Donc la visite de reprise, hein, c'est toujours l'employeur qui doit l'organiser, qui doit faire la démarche, et elle doit avoir lieu dans les 8 jours de la reprise du travail. Ce sont des jours calendaires, donc on compte tous les jours, jours fériés, dimanches compris. C'est pour ça qu'on vous incite un petit peu à anticiper. Alors il y a des médecins chez France Santé Travail qui ont des plannings, qui prévoient des créneaux d'urgence pour les visites de reprise. Donc quand c'est comme ça, on arrive à trouver des disponibilités, mais ce n'est pas le cas partout. Et quand ce n'est pas le cas, moi je vous incite encore une fois en tant qu'employeur de faire la démarche par écrit en amont, c'est-à-dire dès que vous avez connaissance de l'arrêt et de la date de l'arrêt, c'est-à-dire plus de 60 jours ou 30 jours pour accident de travail, faites la démarche de solliciter le service pour avoir de votre côté votre responsabilité, encore une fois, amoindrie par le fait que vous ayez sollicité notre service au bon moment. Donc après, si la visite vous est donnée dans un temps supérieur à 8 jours alors que vous avez fait la démarche au préalable, encore une fois, vous avez la traçabilité, la preuve que vous avez fait votre démarche de votre côté. D'accord ? Les autres visites de suivi obligatoire, c'est la visite de mi-carrière, qui pareil a été créée en 2021, qui est encore très peu demandée. Donc il faut savoir qu'elle est obligatoire, c'est aussi à l'employeur de solliciter le service à partir des 45 ans du salarié pour une visite de mi-carrière qui va permettre de faire le point sur le suivi de santé et justement de préciser un petit peu les situations de décrochage ou d'anticiper ces situations-là lorsqu'on a des salariés en mi-carrière qui sont déjà usés, notamment les salariés qui ont des postes physiques. À 45 ans, c'est un petit peu la charnière, puisque c'est là où on commence à déceler des pathologies qui sont susceptibles de s'aggraver par la suite. Si vous avez quelqu'un qui a 45 ans qui vient d'arriver chez vous, il faut qu'il fasse quand même une visite mi-carrière. S'il ne se présente pas à vous avec une attestation de suivi, visite de mi-carrière, et que vous n'avez pas la possibilité de le vérifier, oui. C'est un ajout de 2021, donc ça n'existait pas avant. Et ça, c'est à vous de solliciter effectivement le service. Alors, on peut le prendre négativement en se disant, voilà, c'est une obligation supplémentaire, mais on peut aussi voir les choses différemment en sachant que cette visite-là, elle va permettre justement de... C'est une visite un petit peu particulière, donc dans certains services, là je ne m'avance pas pour y rester, mais dans certains services, il y a des questionnaires qui sont faits justement pour faire le point sur la mi-carrière, donc c'est une visite qui prend un petit peu plus de temps et qui va justement permettre de déceler des futures problématiques. Donc ça permet justement d'éviter des inaptitudes après. Donc pour vous, vous le voyez comme une obligation supplémentaire, mais ça peut justement participer à cette obligation de prévention et ça peut éviter des situations beaucoup plus dramatiques par la suite. C'est à vous de voir comment vous voyez le verre, à moitié plein, à moitié vide. Et oui, chez RST, c'est fait par la majorité des médecins, c'est dans le cadre du projet de service aussi, donc on renforce le suivi individuel des salariés et notamment la visite de mi-carrière et de fin de carrière également pour reprendre toutes les expositions professionnelles. Et en gros, l'idée c'est de se dire, à 45 ans, j'ai encore les ressources pour faire une reconversion professionnelle si besoin, donc est-ce que je peux tenir encore sur les 20 prochaines années en poste de travail actuel ou pas? Est-ce qu'il va falloir réfléchir à la suite? C'est vraiment pour accompagner les salariés et de ce fait les employeurs aussi pour éviter de se retrouver en rupture de son parcours professionnel. Voilà, donc c'était la dernière visite obligatoire, la visite post-professionnelle. Donc ça c'est pareil, c'est une création 2021. Donc l'employeur a également l'obligation de demander une visite post-professionnelle. Donc à partir du moment où vous avez un salarié qui vous fait savoir qu'il va partir en retraite, ou alors à partir du moment où vous cessez une exposition, c'est-à-dire par exemple les ouvriers du bâtiment qui ont travaillé pendant des années avec l'amiante et voilà, en 2026, on décide de plus du tout travailler avec l'amiante. À ce moment-là, il y a une fin d'exposition. Donc pareil, c'est à l'employeur de solliciter le rendez-vous pour une visite post-professionnelle. Par contre, là, vous n'aurez pas forcément de retour. Pourquoi? Puisque là, c'est dans un but purement médical et thérapeutique. C'est-à-dire, le but, ça va être d'assurer un suivi post-professionnel en lien avec le médecin traitant. Donc il n'y aura pas de retour pour l'entreprise, il n'y aura pas forcément d'aptitude d'attestation de suivi qui sera émise, notamment pour les salariés qui seront partis en retraite, puisque déjà ça n'a pas d'intérêt, et puis en plus c'est soumis à la confidentialité, puisque ce sera en dehors du cadre de l'entreprise, mais par contre c'est à l'employeur de faire la démarche. Donc ça c'est le suivi, tout qui concerne le suivi obligatoire, c'est ce qui vous pèse un petit peu dans votre quotidien en tant qu'employeur. Maintenant il y a des visites qui existent en plus de tout ça et qui peuvent vraiment être des clés, c'est-à-dire toutes les visites à la demande. C'est-à-dire qu'au sein d'une périodicité, il peut y avoir à un moment donné, au cours de la carrière d'un salarié, une difficulté, ou alors vous, en tant qu'employeur, vous vous rendez compte qu'il y a un salarié qui ne va pas bien,
il y a peut-être des problématiques d'alcool ou des problématiques de conflit sur le lieu de travail qui n'existaient pas avant. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui a changé et à ce moment-là, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes un petit peu démuni, donc c'est tout ce qui va concerner les visites à la demande. C'est là où, en tant qu'employeur, vous avez la possibilité de demander de l'aide auprès du service de prévention et de santé au travail. Donc, encore une fois, le médecin du travail il est soumis au secret professionnel, donc vous n'aurez pas, secret médical, donc vous n'aurez pas forcément de retour précis sur la cause de ce qui se passe, mais par contre, vous aurez certainement des retours par l'intermédiaire des préconisations médicales. Alors, les préconisations médicales, c'est toujours le médecin du travail qui les émet. Il le fait après un échange avec l'employeur et de manière écrite après une visite médicale avec le salarié. Donc à tout moment, à chaque fois que vous avez une préconisation qui est émise, vous savez que le médecin il a vu le salarié pour pouvoir émettre cette préconisation-là. En tant qu'employeur, vous êtes tenu de prendre en considération les préconisations du médecin, mais si vous estimez que d'un point de vue organisationnel, c'est trop compliqué à mettre en œuvre, vous avez la possibilité de refuser de la mettre en place, mais il faut vous justifier par écrit auprès du médecin et du salarié. Donc ça, ces préconisations-là, encore une fois, c'est des choses qui vont vous permettre de maintenir le salarié en emploi avec l'aide du service de prévention. Donc là aussi, j'ai deux sons de cloche. J'ai l'employeur qui me dit oui, encore une préconisation, ce sera impossible à mettre en place. Clairement, voilà, ça gonfle. Grosso modo, c'est ça. Et le deuxième discours, c'est de dire attention, là, il y a un premier signal d'alerte, c'est-à-dire qu'on vous dit qu'il y a une problématique qui peut être corrigée ou en tout cas traitée par une préconisation. Les préconisations sont toujours temporaires, c'est jamais à titre définitif, pour éviter justement un détériorement de la situation et une inaptitude. Donc c'est à vous de voir en tant qu'employeur comment vous pouvez faire pour justement faire au mieux pour maintenir le salarié en emploi. Et c'est là aussi où les juges vont s'affairer à regarder si vous avez mis en place les préconisations, si ça n'a pas été fait, pourquoi, si c'est des soucis organisationnels, est-ce qu'il y a d'autres possibilités qui auraient pu être envisagées. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. C'est pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée et comment ça va être, en tout cas, analysé par la suite si jamais vous avez un contentieux. Il n'y a pas de contentieux systématique à chaque problématique, mais juridiquement, c'est comme ça, en tout cas, que ça va être analysé par la suite. Alors, la demande de visite occasionnelle de la part de l'employeur pour son salarié, ça ne soustrait pas au principe de communiquer avec son salarié pour savoir ce qui se passe. On est bien d'accord. Quand on fait une demande de visite à son médecin du travail, c'est qu'on a échangé avec le salarié, qu'on lui a dit pourquoi on allait faire la demande et qu'on explique aussi au médecin du travail dans quelles conditions et dans quel cadre on fait la demande de visite. C'est juste pour que ce soit bien. Je ne remplace pas les ressources humaines. Je ne suis pas RH. Voilà. Et puis deux dernières précisions. Donc la visite de pré-reprise qui là ne concerne que le salarié pendant un arrêt de travail. Donc il a la possibilité de venir pendant son arrêt voir le médecin du travail. Mais là, en tant qu'employeur, vous ne serez pas forcément informé. Et dernière précision, c'est ce qu'on appelle le rendez-vous de liaison, donc qui existe aussi depuis 2021, qui n'est pas une visite médicale, mais c'est une possibilité ouverte aux entreprises. À partir d'un mois d'arrêt de travail, vous avez la possibilité de prendre contact avec votre salarié. Juridiquement, avant, le fait de contacter un salarié pendant un arrêt de travail, c'était très mal perçu, surtout quand c'était des problématiques de RPS, et ça pouvait être requalifié après de harcèlement moral par les juges. Là, vous savez qu'il y a une ouverture qui est faite, c'est-à-dire à partir, il faut bien attendre quand même le délai d'un mois d'arrêt de travail, mais à partir du moment où vous avez un salarié qui est au moins un mois en arrêt de travail, vous avez la possibilité de le contacter. Alors pas toutes les semaines, pas tous les mois non plus, mais de le contacter pour savoir où est-ce qu'il en est de sa situation, s'il compte reprendre, s'il y a des choses qu'on peut faire pour justement l'aider à revenir progressivement au travail, si on peut discuter d'aménagement de poste. Voilà, vous avez la possibilité d'ouvrir le dialogue. Tout comme le salarié a la possibilité aussi de vous contacter à ce moment-là. On a la possibilité de vous demander un accompagnement quand c'est des situations qui sont compliquées avec les salariés. Oui, vous pouvez, dans tous les cas, quand vous faites une demande de rendez-vous de liaison, vous devez au moins en informer le médecin. C'est-à-dire que vous lui dites, bon là j'ai fait une demande pour un rendez-vous de liaison avec le salarié, on a rendez-vous par téléphone, mail ou physiquement, il n'y a pas de formalisme imposé, le 30 du mois prochain. Vous pouvez donc inviter le médecin du travail à vous accompagner. Maintenant, moi, ce que je conseille à mes médecins, c'est de ne pas s'y rendre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que de la position du médecin du travail ou un membre de l'équipe Lurie, puisque un membre de l'équipe Lurie peut aussi se rendre à ce rendez-vous, elle est assez compliquée puisqu'on va évoquer des problématiques qui sont liées à la santé et il va être couvert sous le secret médical. Donc,
il y a le salarié qui va peut-être solliciter le médecin pour appuyer des positions, mais il ne pourra pas dire oui ou non. Et de côté employeur, vous allez peut-être aussi avoir besoin d'informations. Et le médecin va être assez pris à partie. Donc en général, l'objectif de ce rendez-vous-là, nous on est informés, mais l'objectif c'est après recevoir le salarié en pré-reprise, qui est une vraie visite médicale, et qu'après le médecin puisse vous indiquer des préconisations qui seront en lien avec les conditions de travail de votre entreprise. C'est ça l'objectif de ce rendez-vous de liaison, c'est vraiment le maintien en emploi. Donc en général, il y a des médecins qui y vont, hein, voilà, ça arrive, et souvent voilà, ça peut aussi être productif. Maintenant c'est vrai que moi juridiquement, je leur déconseille un petit peu de se mettre dans des positions voilà, assez publiques. Alors moi j'y vais. Mais par contre, j'impose d'avoir vu le salarié en visite de pré-reprise avant. Je refuse d'y aller pour ne pas être prise à partie ou ne pas connaître le sujet, en fait, n'avoir aucun intérêt à être présent si on ne connaît pas les problématiques. Donc là, après, c'est entre eux. Sinon, après échange, ça peut aussi rassurer le salarié, ça redonne un petit peu un cadre. Alors, on n'est pas médiateur non plus, hein, pareil, on est médecin. Effectivement, la position est parfois un petit peu difficile par rapport au secret médical, mais je trouve qu'en termes de maintien dans l'emploi et d'accompagnement aussi de son employeur qui est toujours là, mais en fait, je ne sais pas ce que vous faites. Voilà, et bien là, on a une vraie plus-value, moi je trouve, à participer au rendez-vous de liaison et accompagner les employeurs en fait. Et les salariés. Mais les salariés, on les voit déjà dans le cadre des visites de pré-reprise. Donc voilà, pour ce deuxième aspect des choses, est-ce que vous avez des questions, en plus de toutes celles qui ont déjà été posées? Pas particulièrement. Donc dernier point, hein, ça va être l'inaptitude. Donc là, c'est quand nous on a échoué hein, dans notre rôle de prévention. Et clairement, l'inaptitude, c'est l'échec hein, de la prévention et du rôle du service de prévention et de santé au travail, tout comme celui de l'employeur, parce qu'on n'a pas réussi à préserver la santé au travail. Et c'est pour ça qu'avant, on fait autant de choses pour maintenir le salarié en emploi, puisque l'inaptitude, dans tous les cas, c'est un échec. Alors après, il y a des choses qui peuvent être faites, c'est-à-dire que ce n'est pas une fin en soi. L'inaptitude, elle peut être envisagée de deux manières. La première manière, c'est lorsqu'il existe des capacités restantes et que le médecin indique des indications pour reclasser le salarié. Donc là, pour le reclassement, vous avez 1 mois en tant qu'employeur. À partir du moment où vous avez l'inaptitude, vous avez reçu l'inaptitude, vous avez 1 mois pour soit reclasser, soit licencier le salarié, soit si au bout d'1 mois, il n'y a aucune procédure qui est mise en place, vous devez reprendre le paiement des salaires. La deuxième situation, c'est lorsque le médecin du travail coche l'une des cases qui vous permet de vous dispenser de vos recherches de reclassement. Donc il coche l'une des cases, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ou tout maintien dans l'emploi fait obstacle au reclassement du salarié. Donc si une des cases est cochée, à ce moment-là, vous n'avez pas à rechercher à reclasser le salarié, vous pouvez entamer directement la procédure de licenciement. Donc là, ça permet d'accélérer un petit peu le délai. Et en général, ces situations-là, elles sont utilisées dans des cas assez complexes pour lesquels voilà, la santé du salarié est particulièrement détériorée et pour lesquels c'est trop compliqué de chercher à reclasser. Ce qu'on a comme situation, c'est les employeurs qui nous disent « mais pourquoi vous ne cochez pas la case ?» puisque souvent, quand c'est des cas de RPS, on sait très bien que dans l'entreprise, ça ne pourra pas être possible, donc on a besoin que vous cochiez la dispense. Pourquoi? Parce que la phrase, c'est tout reclassement dans un emploi. Donc c'est très général, c'est pas uniquement dans votre entreprise. Et la personne, quand elle se présente après au Pôle emploi ou essaie de retrouver du travail, lorsqu'elle a une inaptitude avec une dispense, c'est clairement très compliqué de retrouver du travail. Et pour toutes les questions de RPS, nous on est soumis au secret médical, donc on ne peut pas vous dire bon, ben, c'est à cause de telle ou telle personne dans l'entreprise, voilà, c'est pas du tout possible de mettre ça sur une fiche d'inaptitude, mais en même temps, voilà, médicalement, le salarié est tout à fait en capacité de reprendre le même emploi, mais ce qui pose problème, c'est l'environnement de travail. Donc c'est là que vous allez retrouver, dans les capacités restantes, serait apte dans un autre environnement de travail. Donc c'est une formulation un petit peu hypocrite, j'ai envie de vous dire, qu'on conseille d'écrire à nos médecins pour tout simplement éviter que ces situations-là ne ferment complètement le parcours professionnel du salarié par la suite. Mais effectivement, on sait très bien qu'il n'y aura pas de reclassement possible dans notre entreprise. Et après, même pour vous, hein, vous avez la démarche de dire, bah voilà, vu qu'on n'a aucun autre environnement de travail possible, ne serait-ce que mettre ça noir sur blanc, ça vous dédouane du fait que vous allez rechercher vos postes de reclassement. Alors, je suis d'accord, c'est un petit peu hypocrite, mais au moins,
d'un point de vue juridique, voilà, tout est carré, vous avez l'inaptitude qui n'est pas fermée, et vous avez fait vos démarches de chercher quand même à reclasser. D'accord? Pour l'inaptitude. Dernier point, c'est la contestation. Donc vous savez que vous avez la possibilité de contester les avis du médecin du travail. Donc ça concerne les préconisations, les avis d'aptitude et les inaptitudes. Les attestations de suivi ne sont jamais contestables. Le délai, c'est de 15 jours pour pouvoir contester devant les prud'hommes maintenant. C'est plus devant le médecin inspecteur régional, hein, c'est devant les prud'hommes. Donc vous avez 15 jours pour contester. Et c'est uniquement sur les éléments de nature médicale, donc l'objet de l'inaptitude ou voilà, par exemple les capacités de reclassement qui ne vous ont pas suffi pour reclasser ou ce genre de choses. Enfin, pour les préconisations, c'est un petit peu plus rare, mais ça existe. Aussi, on a des cas de contestation pour des préconisations. D'accord, est-ce que vous avez des questions? On pourra contester nos attestations pour les CACES habilitation électrique à partir du mois d'octobre? Oui. Alors les CACES et habilitation électrique, c'est ce qu'on va... Enfin, le médecin va devoir établir un certificat de non-contre-indication médicale, donc c'est une autre fiche. Vous avez les attestations de suivi, les fiches d'aptitude, les préconisations, les inaptitudes, et donc il y a un nouveau document juridique qui devrait sortir d'ici octobre 2025, donc d'ici un mois. On n'a toujours pas écho des traces et des modèles. Pourtant, on est en lien avec Présence et la DGT. Ils nous ont carrément demandé au réseau juriste de Présence de proposer un modèle de certificat de non-contre-indication médicale. Bref, donc c'est un 5e document qui va être uniquement créé pour les autorisations de conduite et habilitation électrique. Et ce document-là, alors que ça n'est plus du suivi renforcé, il va être contestable devant les prud'hommes. Donc là aussi, ça va pouvoir faire l'objet d'une procédure. Je pense soumis aux mêmes conditions de délai, mais pour le moment, vu que rien n'est sorti, je ne peux pas vous l'assurer. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous aurez la possibilité de les contester. Donc, ouverture de contentieux. Voilà. Donc oui, ça évolue tout le temps. Donc voilà, pour le mot de la fin, s'il y a 2 choses à retenir de l'aspect juridique des choses en tant qu'employeur, c'est la traçabilité. Tout ce que vous faites des traces écrites, des mails, au moins, à minima. Et la prévention, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans une démarche de prévention proactive et que vous avez la possibilité de prouver que vous adhérez déjà à un service de santé au travail, que vous êtes à jour des cotisations, que vous faites vos démarches, qu'à partir du moment où vous avez une problématique, vous avez demandé de l'aide, ça fait partie de votre package responsabilité, cotisation, offre socle, et qui peut permettre justement vous d'apporter des preuves de votre, justement, d'avoir répondu à vos obligations. Voilà. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps pour ce soir. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt, et peut-être en échange de mails avec la juridique du coup. Merci beaucoup. Merci.